Salut Sébastien, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Sébastien, tu es le président socialiste du conseil départemental de Haute-Garonne. Ça date d'il y a quelques semaines, hein, c'est tout nouveau, c'est un tout nouveau poste pour toi. Si je t'ai invité, c'est pour parler de deux choses. C'est pour parler de la réforme des retraites et de la mobilisation contre cette réforme des retraites à laquelle participe le Parti socialiste, mais aussi et d'abord pour parler du congrès de ton parti dont le premier acte finalement c'était jeudi dernier avec l'élection à la fois des secrétaires fédéraux et du Conseil national. Je rappelle les scores rapidement. La motion d'Olivier Faure a fait 49,15%, celle de Nicolas Meyer-Rossignol a fait un peu plus de 13% et celle d'Hélène Geoffroy a fait un peu plus de 20%. Comment est-ce que tu lis ces résultats? Est-ce que, comme on peut le lire par-ci, par-là, toi, tu considères que le PS est au bord de l'implosion ou est-ce que, au contraire, ce vote réaffirme son unité et finalement valide les orientations prises par Olivier Faure? Bon, ça faisait d'abord très longtemps qu'il n'y avait pas eu de débat aussi vif en notre sein et puis surtout qui intéressait les gens. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du Parti socialiste et surtout de sa vie interne. Bon, c'est le renouveau aussi d'avoir des courants de pensée différents à notre famille politique. Il y a eu des vrais choix qui ont été portés par Olivier Faure après le séisme de la présidentielle, avec la volonté d'aller plus vite, plus loin dans le rassemblement des forces de gauche et des écologistes au moment de la législative. Et c'est une ligne que l'on a affirmée dans la construction politique de notre formation politique, hein, à la fois porter des combats communs, bâtir des compromis pour s'opposer aux politiques de Macron ou de lutter contre le RN ensemble sur des sujets sensibles. Et je crois que cette ligne-là, elle est débattue à l'intérieur de notre parti. Des congrès aussi vifs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a une ligne majoritaire qui s'est dégagée lors du vote en faveur, jeudi dernier, en faveur de notre texte d'orientation, hein, porté par Olivier Faure. Moi, je fais partie de ses principaux soutiens avec beaucoup d'autres élus, mais aussi des cadres d'une nouvelle génération du parti. Nous sommes plus tournés vers notre avenir qu'une gloire passée, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, de résurgence d'anciens poids lourds, d'anciennes baronnies qui essayent de revenir sous un format ex-SFIO, où ça serait la juste apposition d'intérêts locaux qui ferait une expérience nationale. Bon, moi, je ne crois pas à ce champ-là. Je crois vraiment qu'on a la nécessité, voilà, de remettre d'aplomb une formation. Aujourd'hui, elle est à gauche, elle est reconnue pour cela. On peut dialoguer, on va manifester ensemble jeudi prochain contre la loi, la réforme sur les retraites proposée par Borne. Aujourd'hui, on est dans un temps voilà, où c'est un peu crispé encore à notre formation politique, mais c'est très classique en fait. Quand on reprend l'histoire de la construction du Parti socialiste, nous avons déjà connu des temps comme cela. Ni François Hollande, si on remonte plus loin, y compris même Lionel Jospin ou y compris François Mitterrand, étaient rarement majoritaires lors des votes sur les motions. François Hollande, il en avait d'ailleurs élaboré une stratégie politique où il dirigeait notre parti à travers une synthèse. Il y avait toujours après le troisième tour, fameuse synthèse lors des congrès avec la nuit des résolutions où il y avait des accords qui se faisaient pour obtenir une majorité. Aujourd'hui, avec près de 50%, on sait que Olivier Faure a une majorité dans les instances nationales, que ce soit au Conseil national ou au Bureau national, puisque nous avons plus de la moitié des fédérations et des premiers fédéraux qui soutiennent l'orientation d'Olivier Faure, plus la représentation à la proportionnelle du Conseil national lié au scrutin de jeudi dernier. Aujourd'hui, maintenant, il faut avoir un élan supplémentaire sur le vote de notre premier secrétaire et j'espère qu'Olivier Faure aura une victoire nette jeudi 19. Il y a quand même un point qui est que c'est ce qu'a un peu soulevé d'ailleurs ce matin François Hollande sur France Inter. En gros, il a sous-entendu que euh,
celles et ceux qui n'avaient pas voté pour la motion portée par Olivier Faure pourraient être tentés de quitter le parti, tout simplement. C'est-à-dire ne se reconnaître. Ils se reconnaissent tellement pas en fait dans la ligne Nupes et dans cette finalement peut-être dans la gauche telle qu'elle existe aujourd'hui qu'ils pourraient partir. Ça fait, et en plus, il a rappelé un deuxième point, c'est que sous le mandat d'Olivier Faure, on est passé de 80 000 adhérents, là vraiment je le cite, 80 000 adhérents à 40 000 adhérents, et que dans ces 40 000, Olivier Faure n'a réussi à rassembler que 49,15%, c'est-à-dire à peine 10 000 adhérents sur les votants en plus. Donc, comment est-ce que ça, est-ce que vous le lisez? Est-ce que Olivier Faure va être capable d'aller dire en fait aux gens qui ont voté notamment pour la motion d'Hélène Geoffroy, restez dans le Parti socialiste, voilà ce que je vais vous proposer qui va en gros vous permettre de vous y retrouver. Bon, deux éléments. D'abord, depuis le congrès d'Aubervilliers 2018, où il y avait eu à peu près 20 000 votants, congrès de Villeurbanne 2021, 20 000 militants qui se déplacent pour voter, et là, ce congrès, on est à 22 000. Donc, c'est plutôt une progression en termes de participation. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas démarré, nous, notre mandature en 2018 avec 80 000 adhérents. Ça se serait vu, ça se serait su. La perte des militants, c'est de 2015 à 2017, après les défaites des élections d'abord municipales de 2014, puis des défaites régionales, départementales de 2015, et la déflagration avec les trahisons, l'éclatement de notre parti en trois tendances, ceux qui sont restés au parti, ceux qui l'ont quitté pour aller chez Macron ou ceux qui l'ont quitté pour d'autres rivages à gauche. On a connu ça en 2017 en fait. Bon, donc le socle du parti s'est plutôt consolidé. Et on a des adhésions, 2000 depuis 2000 nouvelles adhésions depuis juin dernier, avec voilà, beaucoup plus de jeunes d'ailleurs qui nous rejoignent, puisqu'ils se reconnaissent un peu plus dans le Parti socialiste. Moi, j'ai envie de dire à l'ensemble de mes camarades, le Parti socialiste s'est toujours nourri d'un pluralisme, de pensées différentes, il s'est construit comme ça, c'est même l'histoire de la gauche. Puis on ne peut pas faire l'unité de la gauche si on ne fait pas l'unité des socialistes, y compris même en ayant des positions différentes. Lorsqu'on avait des débats à notre sein il y a encore 20 ans sur la question européenne, on pouvait retrouver presque tout le panel de la gauche et des aspirations sur la construction européenne. Et je crois que c'était la force du Parti socialiste. Il serait dangereux aujourd'hui de quitter encore, de scissionner, de fracturer encore le Parti socialiste, parce que demain, qu'est-ce qu'on incarnera? La gauche rassemblée fait 30 points dans le pays. Croire qu'une fraction encore du Parti socialiste pourrait rassembler 51% de nos concitoyens, je ne vois pas par quelle opération électorale ou par quelle incarnation ça pourrait être possible. Voilà, c'est la force. Et puis après, moi j'ai entendu aussi quand même les déclarations d'autres proches de Nicolas Rossignol-Meyer. La réalité, c'est que nos camarades ont quand même envie de rester au sein du Parti socialiste. Voilà, ils veulent en prendre le leadership, mais ils veulent quand même rester au sein du parti. Je ne crois pas à la scission du Parti Ok, socialiste. mais alors si je prends la question dans l'autre sens, si par exemple jeudi prochain, Nicolas Meyer-Rossignol est choisi pour être le premier secrétaire du parti et décide du coup, fort de son vote, de sortir de la NUPES. Bon, même si c'est un peu compliqué institutionnellement puisqu'il n'a pas le Conseil national avec lui, mais admettons qu'il arrive puisqu'il il sera peut-être porté par un élan voilà, de son élection. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu dis, bah, moi je reste au Parti socialiste, même si le Parti socialiste est en dehors de la NUPES? Alors, ça serait la première fois qu'on aurait un premier secrétaire qui serait en minorité dans sa propre formation politique. Il serait obligé d'avoir des accords politiques. Moi, je considère qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. On saurait enfin peut-être ce que pense Nicolas Meyer-Rossignol sur la réalité du rassemblement de la gauche et des écologistes. Il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas contre la NUPES, mais qu'en même temps, ce n'est pas ce qu'il voudrait faire. Qu'il est favorable au rassemblement, mais pas de cette manière-là, qu'il est pour être avec LFI, mais pas derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on n'est pas derrière, on est derrière personne là actuellement. On est dans un cadre de discussion qui nous permet des vrais échanges, des constructions de combats politiques communs. Lorsqu'on est sur le même plateau pour s'opposer à la réforme sur les retraites, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la diversité de la gauche qui s'exprime dans une unité de combat.
Bon, donc demain, comment il agira bon, voilà, je ne crois pas qu'il sera majoritaire. Dans le suffrage des militants. Je ne vois pas les militants se désavouer ce qu'ils ont voté jeudi dernier, premier élément. Deuxième élément, si un accident venait à arriver, moi, je resterai encore au Parti socialiste. Et par contre, je défendrai mes convictions, mon point de vue depuis ici. Et puis, à Haute-Garonne, là où je suis élu, on a bâti, nous, le Rassemblement de la gauche, et je vais continuer à le défendre. Ma majorité, elle est très large et très plurielle. J'ai toutes les sensibilités de la gauche au sein de ma propre majorité départementale. Il est hors de question que je remette cela en question. Et tous les jours, nous travaillons ensemble sur des combats à la fois locaux et nationaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en résistance face aux politiques libérales. Alors, tu l'as dit, il y a un point en fait qui vous rassemble tous, et c'est important dans le moment, qui vous rassemble tous au Parti socialiste et d'ailleurs plus largement dans la NUPES, c'est l'opposition à la réforme des retraites telle que proposée par Elisabeth Borne. Que ce soit Nicolas Meyer-Rossignol, Hélène Geoffroy, même ce matin François Hollande, ils sont tous contre cette réforme. Alors, il y a une proposition quand même, parce que je ne vais pas revenir sur l'opposition stricte à la réforme, mais il y a quand même une proposition qui commence, voilà, qui émerge et qui a l'air de faire aussi un peu consensus dans la NUPES, pas forcément au sein du Parti socialiste, c'est la proposition de retraite, de retour à la retraite à 60 ans, qui était la proposition, une des propositions phares de François Mitterrand. Ça, c'est pas partagé totalement par les socialistes. Par exemple, ce matin, François Hollande a dit qu'il était contre. Et ma sous-question, c'est, vous êtes un peu aussi responsable, désolé de revenir là-dessus, mais vous êtes aussi un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui, dans la mesure où c'est une socialiste qui a porté les prémices en fait de la réforme actuelle d'Elisabeth Borne. C'est Marisol Touraine, lorsqu'elle était ministre des Solidarités, qui avait fait cette proposition de passer à 43 annuités pour avoir une retraite pour pouvoir partir à la retraite. Pardon. Et finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est juste qu'il a accéléré ça et qu'en plus, il a augmenté l'âge de départ légal. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette réforme Touraine des retraites? Est-ce que vous la désavouez complètement? Est-ce que vous dites il faut revenir sur ces 43 annuités? Ou est-ce que vous dites bon, non, finalement, 63 ans, 43 annuités, pourquoi pas? Bon, il y a plusieurs éléments dans ta question et quand on aborde la question de la réforme des retraites. D'abord, est-ce que c'est une réforme utile aujourd'hui aux Françaises et aux Français? Est-ce que c'est un impératif? Non. Est-ce que c'était une réforme à mettre à l'agenda social compte tenu du contexte dans lequel nous sommes toutes et tous? Non. L'agenda social, il aurait pu être rythmé d'une conférence sur les salaires, d'un débat sur la hausse du SMIC, d'une conférence sur le pouvoir d'achat, d'une conférence et de travaux et d'un projet de loi sur l'encadrement de la hausse des prix de l'énergie. Il y aurait pu y avoir une vraie réflexion, un vrai travail sur la constitution de droit et la reconnaissance du salariat pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui la paupérisation de tout un pan de salariés, en particulier les salariés ubérisés, entre guillemets. Il n'y a aucun mot de péjoratif dans ce que je dis, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que des pans entiers de l'économie basculent dans une forme d'ubérisation et donc une précarisation des salariés. Et il y a beaucoup de droits aujourd'hui à créer ou de protection à interroger. Plutôt que de basculer sur un sujet qui est anxiogène pour nos concitoyens, qui n'est pas attendu, qui n'a pas été décidé, qui n'est pas vécu comme une forme aujourd'hui d'attente ou de réponse à leurs problèmes du quotidien. Voilà. Il y avait autre chose aussi sur, si on parle des seniors, où en est la loi sur le grand âge et l'autonomie, cette fameuse grande loi qui était promise au début du précédent mandat de Macron. Toujours pas sur la table et sur l'agenda social. Donc, en termes de protection, en termes de nouveaux droits, il y avait vraiment des vrais sujets à mettre sur la table qui auraient pu répondre à des inquiétudes et à la réalité du quotidien de nos concitoyens. Bon, Macron et Elisabeth Borne ont choisi de mettre le sujet de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y avait un impératif maintenant? Non. Il y a un impératif à une dizaine d'années, on le sait. Est-ce que le régime actuel est soutenable? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions que simplement allonger, reporter l'âge de départ à la retraite? Oui, on le sait très bien. Une revalorisation des cotisations,
même toute mineure, permet d'assurer le financement de l'âge de départ à la retraite. Porter une solidarité contributive sur les hauts revenus, taxer les super-profits, bref, avoir d'autres mécanismes de solidarité, oui. Qu'a choisi le gouvernement? Maintenir ces réformes injustes de suppression de taxation sur le capital, à la fois la flat tax, la suppression de l'ISF, les baisses de l'impôt sur les sociétés, tout cela c'était au précédent mandat, et il ne touche pas. Créer une taxe sur les super-profits, hors de question. Par contre, il refait un cadeau, suppression de la CVAE. C'est quelques milliards d'euros, là aussi, sur lequel on aurait pu en conserver une quote-part pour une contribution de solidarité. Bon, aujourd'hui, ce gouvernement fait des choix, le faire payer par le plus grand nombre et qui amèneront des véritables injustices face au départ à la retraite. La loi Marisol Touraine, qu'est-ce qu'elle permettait? Elle permettait d'assurer une contribution et un allongement de contribution et de cotisation, tout en permettant, parce qu'il y avait des critères de pénibilité, pour les carrières longues et les personnes qui avaient eu des métiers pénibles, de pouvoir quand même partir plus tôt à la retraite. Bon, on s'aperçoit que là aussi, il y a eu des réformes successives par Macron où la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues ont été supprimées, donc on va avoir affaire à une véritable injustice. Est-ce qu'il faut revenir sur un totem symbolique du départ à la retraite à 60 ans? Je crois que si on n'affirme pas à un moment donné un âge de départ à la retraite, on ne protège pas les carrières dites vulnérables, celles qui, pour des personnes qui ont démarré très tôt, ceux qui ont eu des carrières avec des métiers pénibles. Donc, est-ce que c'est 60 ans? Il doit y avoir un vrai débat entre nous. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on protège ces salariés-là, puisque après, ce n'est pas protégé par d'autres critères. Voilà, le compte pénibilité, la prise en compte, c'est toujours trop complexe pour que ça soit appliqué dans les faits réels et dans la réalité pour les gens qui le subissent. Voilà. Donc, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne partent pas à la retraite à taux plein, ils arrêtent avant, ils sont souvent brisés par la vie. Donc, avant d'arriver à l'âge de départ ou avec la plénitude de leur année de cotisation, ils sont déjà arrêtés, sous une forme de précarité aussi. On a des seniors qui sont au RSA, on a des seniors qui sont en moitié activité ou en départ anticipé de retraite avec des pensions réduites. Bref, c'est une précarisation de nos seniors. C'est celle-là la réalité. Et là, il y a de véritables injustices. Mais là, tu vois bien que par rapport à l'argumentaire que tu déploies, la question des 60 ans d'âge de départ à la retraite et la question des 43 annuités paraît pas très cohérente, quoi. Enfin, on se dit comment tu veux, par rapport à ce que tu viens de dire sur à la fois la pénibilité et le fait, et on va dire le non-emploi des seniors aujourd'hui, enfin des plus de 55 ans, ça va pas dans le sens de il faudrait qu'ils travaillent 43 C'est un annuités. régime de solidarité. Toi et moi, on va pouvoir cotiser 43 ans. Bien Il n'y a sûr. pas de difficulté pour nous. Si on introduit des mécanismes avec des contributions de solidarité pour permettre à ceux qui, eux, ne peuvent pas aller au travail au-delà de 60 ans parce qu'ils ont eu des carrières pénibles, pour ceux qui ont eu des carrières longues, tout cela doit être pris en compte. Et la pénibilité, elle doit être Bien sûr. revalorisée. Et pourquoi ne pas faire de Les la règle de carrières base? hachées. On peut faire de la règle de base, en fait, de dire on part à 60 ans à 40 annuités, et ensuite, ceux qui veulent travailler plus longtemps, comme toi et moi, comme tu dis, on peut y aller, hein. Enfin, il n'y a pas de problème pour travailler plus longtemps aujourd'hui, hein. Mais la Oui, ça question, c'est c'est où clair. est-ce que tu mets la base, en fait? Mais c'est un vrai sujet. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'aurait pas à se le poser, ce sujet. Ce n'est pas dans l'agenda social. Il faudra qu'on la travaille précisément. Mais moi, je considère que nous, les acteurs de gauche, on doit s'opposer à ce qu'on considère aujourd'hui comme injuste. Le système actuel est encore soutenable. On peut revenir à des contributions d'une autre nature. Il y a d'autres mécanismes sans impacter le pouvoir d'achat de nos concitoyens ou mettre en danger l'activité économique, de pouvoir contribuer. Nous ne sommes pas encore à la veille d'une élection où on doit se déterminer sur ce sujet. Je trouve que c'est un piège de nous renvoyer chez nous, à l'intérieur de la famille de gauche, d'avoir ce débat-là. Je pense que ce n'est pas à nous à répondre à ces questions. C'est plutôt à dire, bon, OK, les travailleurs Uber
qui cotisent à rien, quelle va être à eux leur retraite? C'est ces questions-là qu'on doit renvoyer dans le camp de ceux qui aujourd'hui nous gouvernent, par exemple. Bon, et du coup, j'imagine que tu seras dans la rue jeudi. Oui, dès jeudi matin, 10 heures. Et, Absolument. et est-ce que tu seras dans la rue aussi samedi à l'initiative comment on dit, des associations étudiantes, des syndicats étudiants? Ah, je n'ai pas suivi ce mouvement. Ah, il y a un Je sais mouvement, pas il y s'il a y a un un mouvement mouvement aussi marche à samedi Toulouse. 21. D'accord. Bah, tu pourras y être aussi si tu as envie. Ouais, je vais regarder ça de Ok, très près. parfait. Et bah, Je suis pas obligé de te à parce qu'on laisser. n'est pas au même endroit, mais genre, on se retrouve même si on sera éloigné jeudi dans la rue. Ça marche. Salut! À bientôt.